Bon, bah c'est parti. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur mon canapé depuis le temps. Je me suis enfin décidée à faire cette vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps qui aborde le sexisme et qui parle de mon expérience vécue au sein d'une rédaction de foot pendant près d'1 an et demi. Il y a 1 an, j'ai quitté un média digital toxique pour moi, toxique d'ailleurs pour d'autres employés et on y reviendra. Je considère y avoir vécu du harcèlement sexuel, du sexisme. J'ai entendu aussi des propos sexistes qui ne me concernaient pas forcément. Et aujourd'hui, le but pour moi c'est de les dénoncer. J'avais envie de me laisser du temps avant de parler de ce que j'avais vécu ou entendu en détail. Pourquoi? Parce que ce temps pour moi c'était l'occasion déjà de prendre du recul sur toute cette expérience. Et c'était aussi finalement le temps pour moi de me prouver que je pouvais m'en sortir par moi-même à l'occasion de cette première année en tant que chef d'entreprise. Et je voulais pas rester attachée à ce média en l'occurrence, que ce soit publiquement ou émotionnellement même. J'avais besoin de prendre l'air et que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Je voulais vraiment plus qu'on m'associe à eux. Mais j'ai toujours gardé en tête que je parlerai un jour de ce qui s'est passé là-bas parce que j'ai vu déjà trop de gens se taire dans cette entreprise. Et pour moi, si aujourd'hui la place et la vision de la femme changent dans le bon sens du terme, c'est aussi et beaucoup grâce à ceux et celles qui prennent la parole et qui continuent de la prendre. Et quand bien même on m'a déjà fait la réflexion de me dire oui mais si tu parles ça pourrait peut-être mettre en péril certains contrats de certaines entreprises, et j'y ai répondu dans ma tête en me disant que finalement si une marque allait à l'encontre du fait que je dénonçais du sexisme, bah, je me disais que j'avais pas forcément grand chose à faire non plus avec ces marques là. Donc voilà, pour que vous compreniez les histoires, la personne qui m'a le plus humiliée et qui s'est acharnée sur moi pendant ces 1 an et demi de contrat, c'était mon N+1 qui, cerise sur le gâteau, était référent harcèlement de la boîte. Donc ça m'a vraiment pas aidé à parler tout au long de mon contrat, et je l'ai d'ailleurs fait qu'en partant du média. Je pense que c'est important de rappeler ce qu'est un référent harcèlement. Depuis le 1er janvier 2019, chaque entreprise de plus de 50 salariés a l'obligation de nommer un référent harcèlement et agissement sexiste au sein de l'entreprise. Ce référent, il a pour mission déjà la prévention, ensuite la sensibilisation auprès des collègues. Il doit faire en sorte que les procédures internes respectent ces thématiques et prennent en compte ces notions de sexisme, de harcèlement. Il doit être prêt à accueillir les victimes, à les orienter. Il doit organiser, mener des enquêtes suite à un signalement également. Donc pas besoin d'être Einstein pour se rendre compte que c'est quand même très bloquant pour un ou une salariée quand ce référent harcèlement, c'est celui qui harcèle ou dit des propos sexistes. Avant de continuer, j'aimerais aussi définir quelques termes que l'on entend quand ces problématiques sont mises sur la table. Certains que je vais utiliser, d'autres non, mais aussi pour bien faire comprendre de quoi il a été question et de quoi je considère avoir été victime, même si j'ai du mal avec ce mot, et ça aidera peut-être certains à mettre des mots sur ce qu'ils ont fait subir ou ce qu'ils subissent. Donc une agression sexuelle, c'est quand il y a le toucher d'une des 5 zones sexuelles. Ça, je ne l'ai pas vécu. Le harcèlement sexuel, maintenant, il y en a 2 types. Le premier, c'est de demander une relation sexuelle en contrepartie de. Explicitement, je ne l'ai pas vécu, quand bien même vous verrez au fur et à mesure des histoires qu'il y avait ce petit côté manipulateur. Et le type 2, ce sont des comportements ou des propos à caractère sexuel qui rendent un climat intimidant et humiliant pour la victime et qui se répètent. Ensuite, il y a les agissements sexistes, donc ce sont les blagues à caractère sexiste, les propos sur la féminité, la virilité, les propos liés aux tenues, à la coiffure, qui sont lourdes ou et insistante. Donc c'est bien du deuxième type de harcèlement et des agissements sexistes que je vais principalement évoquer. Dans ces histoires, il y a celui que je vais appeler N+1 qui est majoritairement concerné et un autre que j'appellerai l'intervieweur. Mais le fait que j'en vienne à prendre la parole, c'est aussi pour tous ceux qui, sans tomber dans le harcèlement, ont eu des propos sexistes et ceux qui ont minimisé ce qu'est de vivre du sexisme en tant que femme et ceux qui n'ont rien dit, ceux qui ont fermé leur bouche. Et dans ceux qui n'ont rien dit, justement, je pointe particulièrement ceux qui avaient des postes à responsabilité. Voilà, pour vous montrer que c'était aussi tout un climat qui était nocif. Je suis entrée dans le service foot de cette boîte en CDD de 3 mois et donc mon N+1, qu'on va appeler comme ça tout au long de la vidéo, m'a fait part que son N+1 à lui, donc qu'on nommera N+2, ne voulait pas forcément me recruter, mais en tout cas qu'il lui laissait la décision de me recruter ou non. Ma vidéo de test avait été montrée à d'autres salariés et j'avais pas fait apparemment l'unanimité, donc juste là en vrai rien de fou, ça arrive, mais déjà un petit peu bizarre rétrospectivement bien évidemment qu'on me fasse part du fait que je suis pas forcément la bienvenue et que je vais devoir être à la hauteur parce que certains sont réticents de ma présence, dont un chef haut placé. En tout cas, on me demandait de présenter, d'écrire une quotidienne sur le foot, je m'en sentais capable donc j'ai voulu relever ce défi quand bien même X, Y ils étaient pas contents. Donc j'ai mis un maximum de
choses en place de mon côté pour faire le taf. J'arrivais, au lieu d'arriver à 10h, j'arrivais entre 7h30 et 8h. Je me souviens qu'il y avait personne à ce moment-là dans l'open space. Genre vraiment, je prenais le temps de bien faire mon travail, de pas mettre en retard les monteurs, les autres gens qui étaient impliqués dans cette quotidienne. C'était mon choix. Et à côté de ça, bon, au fur et à mesure du temps, on m'a respecté aussi sur les horaires pour quitter le taf. Voilà, j'ai pas trop eu de soucis à ce niveau-là. Mais bon, si tous ceux qui ont posté ou travaillé un week-end sans jamais avoir été payés, sachant que c'était pas dans leur contrat, je vous fais un petit coucou. Je vous mentionne ça aussi pour vous dire que le N+1 et le N+2 savaient très bien aussi de qui abuser. Et je trouve en fait que le fait que tous ces anciens employés aient toujours accepté les dépassements de leur part, bah ça a entraîné un climat où finalement, si tu fais pas ce qu'ils veulent, quand bien même ce n'est pas dans ton contrat, tu finiras par partir. Toutes les personnes qui ont eu à un moment donné un caractère ou se sont révoltées ne sont plus là-bas, sachez-le. À côté évidemment des horaires, j'encaissais toutes les critiques, tous les retours. J'essayais de faire mieux, je m'entraînais chez moi, pareil, je regardais d'autres créateurs de contenu. Enfin voilà, vraiment dans ma tête, j'étais focus et je voulais y arriver. Mon N+1, parlons-en parce que ça a été quand même lui le plus gros problème. Il était là pour me former, pour m'aider à savoir quoi prendre comme sujet, comment mieux tourner des phrases pour les adapter à la ligne éditoriale de ce média. Et sur le plan du travail, il m'a beaucoup appris, et notamment pour ce média-là, parce que aussi en sortant de ce média-là, je me suis rendu compte que toutes les lignes éditoriales ne sont pas les mêmes. Bon, en revanche, il était beaucoup trop à l'aise dans ses réflexions et dans son comportement. Je considérais au tout début que je m'entendais bien avec lui parce qu'en plus lui il jouait vachement sur le fait que bon j'étais quand même prise machin nanana, j'étais quand même recrutée, mais pour moi ça restait quand même mon N+1 qui en plus dans 3 mois allait décider de quoi faire de mon contrat. Donc ok, moi je suis de bonne humeur, je rigole avec tout le monde, je peux rigoler avec toi mais on n'est pas amis, et puis de toute façon en si peu de temps nous ne pouvons pas être amis. Et en tant que manager il devrait même savoir qu'il vaut mieux pas. Les compétences niveau manager c'était pas trop ça. Parmi les réflexions déplacées que j'ai encaissées ces 3 mois, il y a eu, c'est pas dans cette tenue qu'on va faire le million parce que j'avais porté un sweat gris. J'ai regardé si quand tu mets un décolleté on fait plus de vues. Donc ça c'est waouh. Des réflexions sur mes cheveux aussi, qu'il préférait quand ils étaient bouclés, que ça m'allait mieux. Un jour c'était oh, là t'as mis trop de gloss, fais attention. Enfin, il m'a aussi rapporté une fois que N+2 lui avait dit à lui qu'il m'avait pas reconnu un jour dans la rédaction parce que j'étais trop maquillée. Voilà, c'était un maquilleur de la boîte qui m'avait maquillée et lui ne m'a pas reconnue. Pauvre chat, au secours. Enfin vraiment on lui a rien demandé quoi. Donc voilà, là on est dans les 3 premiers mois de CDD. Je suis restée 1 an et demi, donc des réflexions sur les tenues, mais de X à Y à Z à A à B qui viennent me donner leur avis sur mes tenues, waouh. Dans tous les cas, ces réflexions là du N+1, je les classe dans le même panier, celui de l'objectivation de mon corps. Et l'objectivation sexuelle, qu'est-ce que c'est? L'objectivation sexuelle survient quand une personne est considérée, évaluée, réduite et ou traitée comme un simple corps par autrui. Il s'agit de séparer une personne de son corps, de certaines de ses parties corporelles ou de ses fonctions sexuelles, les réduisant au statut d'instrument ou les considérant comme étant en mesure de représenter la personne. Donc si je prends rien que l'exemple du décolleté, c'était mais tellement humiliant. Avant de reprendre la chronologie de mon histoire, sachez qu'il y a un collègue aussi qui n'a pas eu honte de me dire plusieurs fois que ça marchait mieux pour moi parce que je suis une femme. Et donc pour moi en fait on rentre totalement dans la même logique de me ramener à mon corps, à ma condition de femme, voilà. Et spoiler, ce collègue faisait à peu près le même taf que moi et lui bah depuis plusieurs années il rencontrait pas forcément la même réussite en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux, et je pense vraiment que ceux qui faisaient comme moi, au moins 2 des 3, ça les frustrait. Vraiment, ils étaient pas bien. Ils se demandaient mais pourquoi moi je connais le foot depuis que j'ai 3 ans. Enfin, ils complexaient. J'en profite aussi pour dire qu'aujourd'hui, moi je résume pas la réussite non plus à des chiffres. C'est très important aussi de voir ce qu'on peut proposer en termes de qualité ou autre ou de contenu. Mais vraiment, quand je suis rentrée dans cette boîte, c'est une boîte déjà matrixée par les chiffres. Les salariés étaient évalués aux chiffres qu'ils faisaient, que ce soit en termes d'argent, de vues, tout était chiffré. Je vais pas commencer à trouver des excuses à ce collègue parce que vraiment, lui, il a pas eu honte plusieurs fois de ramener ses argumentaires à la con. Mais pour le coup, il y avait vraiment cette ambiance de chiffre égale réussite, hyper malsain. Bon, plus les réflexions passaient, plus je me sentais un peu comme un objet en réalité, d'autant plus que beaucoup de salariés, de personnes avaient le droit, limite sous ordre de mes chefs, de donner leur avis sur mon travail, de regarder ce que je faisais, de rapporter tout ce que je faisais, mes faits, mes gestes, et de les interpréter en plus. C'est-à-dire qu'on sortait tout le temps du factuel et on rentrait tout le temps dans l'interprétation de Natacha, elle est comme si, Natacha elle est là pour gratter du buzz. Comment j'ai su tout ça? Le soir de ce que nous allons appeler le gros dérapage. En fait, le dérapage de mon N+1 qui m'a mis un coup, c'est quand au bout de à peu près 1 mois, j'étais dans l'open space avec lui et l'intervieweur. Donc comme je vous le disais, à ce moment-là, ça faisait qu'1 mois, franchement de bonne humeur avec tout le monde, je prenais les critiques, machin, et je me considérais que je m'entendais bien avec cette rédaction. Donc on se raconte ce qu'on va faire le week-end. Moi je dis à l'époque que je vais dans telle boîte le samedi soir, enfin mais je lui dis pas j'invite personne, hein. Vraiment je le dis comme eux ils m'ont dit ce qu'ils allaient faire mais que j'ai oublié à l'heure actuelle. Le samedi, mon N+1 m'envoie un DM sur Insta et il me dit ça fout quoi ce soir? Donc je dis que mes plans n'ont pas changé, et en fait
Enfin, il commence à me stresser, donc je lui demande mais toi, enfin tu fais quoi? Parce que dans ma tête je me dis franchement c'est bizarre, pourquoi il m'envoie déjà un DM sur Insta et tout. Et bref, il me dit que lui il est dans un bar, donc bah super, c'est génial, reste dans ton bar. Pour moi ça s'arrête là, genre c'est bon. Et à un moment je le vois avec ses potes en train de faire la queue. Non mais au secours. Genre j'en crois pas mes yeux. Donc là je fais hyper semblant genre salut. Bref, on passe un moment ensemble. Je dis à la personne qui était avec moi à ce moment-là de ne pas me laisser seule avec lui car je trouve ça bizarre qu'il soit venu. Donc on parle en fait tous les trois. On passe genre 1 heure dans le fumoir de la boîte. Je fume pas, je suis asthmatique mais bref. Et lui il me débite, il me déballe tout ce que les gens pensent de moi depuis mon arrivée. Et donc ce que je devrais faire pour mettre toutes mes chances de mon côté, pour être prolongée. Voilà, il m'explique la vie. Donc parmi les sujets de discussion, bien évidemment, mon Instagram. Donc ce N+1 m'apprend qu'en fait, l'intervieweur a dit N+1 ne la garde pas juste parce que c'est une fille. On en revient encore au même débat. J'essaie de recompétence, hein. Bon, je suis une fille, ça c'est ma compétence dans la vie. Il lui dit ça et il lui dit aussi que je m'étais plainte de mon salaire. En soi, franchement, ça s'il avait dit ça et que c'était vrai, aucun souci. Je considère que c'est factuellement bas, donc voilà. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que lui, on était parti chercher un sandwich à midi avec l'intervieweur. Lui me raconte qu'il veut demander une augmentation en janvier et il me dit qu'il est mal payé, nanana. Moi je dis ouais, go. Enfin, vraiment, c'est pas mes histoires, mais je dis vas-y t'as raison, enfin, et je lui dis que je suis mal payée dans la conversation parce que lui aussi me demande et me sonde parce qu'il était un petit peu complexé sur les bords, donc à mon avis il avait pas envie d'apprendre que j'étais bien payée parce que lui c'est vraiment le genre de gars, une fois il a sorti aussi un de ses collègues ouais c'est pas normal que Natacha ait plus d'abonnés que moi, cette mentalité de débile, enfin, mais la façon en fait dont il a tourné l'histoire ça m'a vraiment fait dire ouais ce mec il est fourbe et il a vraiment pas confiance en lui. Pourtant il y avait du niveau dans cette rédaction de gars qui avaient pas du tout confiance en eux, mais lui il avait la barre très haute, hein. Donc voilà, lui, je lui ai plus jamais fait confiance. Derrière, il a eu des comportements totalement déplacés avec moi, d'autres femmes, ça on va en reparler. D'autres remarques m'ont été apportées aussi, bon, qui résument pas forcément les gens qui les ont prononcées, parce que bon, eux n'ont pas été déplacés dans leur comportement, mais pour vous dire à quel point tout le monde donnait son avis. Il y en a un qui a été dire que oui, je postais beaucoup plus sur Instagram depuis que j'étais dans ce média-là. L'autre qui a rapporté au chef que tel jour j'étais en studio, alors qu'en fait j'étais en studio parce qu'on m'avait demandé d'être en studio. Des réflexions en fait vraiment pas importantes, mais cumuler, lui plus lui, je souffle, hein. Pour conclure tout son argumentaire, le N+1 m'explique qu'en fait ils ne savent pas à l'heure actuelle si je suis là pour le travail ou pour gratter du buzz. Et un truc qui pourrait jouer en ma faveur, c'est de mettre mon Instagram en privé. Vous vous rendez compte quand même que tous ces petits complexés de la rédaction, et là je parle de ceux qui font le même taf que moi, ils ont été racontés tout et n'importe quoi au chef, et maintenant on en vient à c'est moi qui dois changer mon comportement, alors que c'est eux qui ont un problème mental en plus. Enfin, je pense que ça se règle chez le psychologue, c'est pas là au travail, et encore moins avec des encore plus fous comme chef. Et en plus du fait que c'est déplacé, je me la donnais vraiment pour faire mon travail au maximum. J'avais des bons retours au niveau de l'audience, je sentais que je m'améliorais. Enfin bref, je taffais pour là où je voulais en arriver et on me résumait à tu grattes du buzz, t'es ci, t'es ça. Enfin, franchement, ça a été dur à encaisser ce soir-là. Je me suis dit, mais ils sont... Enfin, pour qu'ils me prennent, que vous êtes rendu compte? Est-ce que vous avez pris du recul à un moment sur ce que vous étiez en train de dire et de penser sur moi? Enfin, et à quel point ça peut être douloureux. J'aimais bien ce milieu, j'aimais bien regarder du foot et je me suis dit pourquoi pas en fait? Pourquoi moi j'essayerais pas? Et parenthèse aussi dans leur complexe d'infériorité. Au début, quand je suis arrivée, j'étais la seule salariée freelance, contrat, tout compris, pour qui ils n'ont pas mis le arrobas sur les vidéos. Genre j'avais juste un prénom. Tous les autres ont été crédités tout au long de mon contrat là-bas. Mais moi, non, il fallait attendre, voir si j'étais pas là pour gratter du buzz, machin, si ça fonctionnait bien. Et bon, il disait que c'était pour me protéger, mais en fait, ce que je comprenais pas, moi, c'est que vraiment ceux qui m'ont fait du mal, mais au plus haut point, c'est eux. Eux, c'était des humains, mes égaux dans la rédaction, et ils étaient capables de tout ça, de dire tout ça, de penser tout ça. Alors qu'à l'inverse, sur les réseaux sociaux, déjà, je calculais pas tous ces commentaires négatifs, et il y en avait pas tant que ça au final. Je me rendais compte qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient en mode ah, c'est cool, machin, continue, tu vois. Donc bref, leur histoire de on veut te protéger, c'est pas trop comme ça que je l'aurais fait perso. Et le fait donc que ce soir-là en boîte, alors qu'il n'avait pas du tout à y être, ce N+1 me rapporte toutes les choses qui sont dites sur moi, bah en fait je pense que ça faisait partie de sa manipulation. Et d'ailleurs lui s'est reconnu comme manipulateur dans d'autres contextes. Donc cette discussion en boîte là, elle m'a mis un coup.
Franchement, j'étais blasée. J'avais envie de partir et d'ailleurs on est parti juste après. Mais d'un côté, je me disais c'est pas perdu parce que vraiment à ce moment-là, ma mentalité c'était non, je veux me prouver à moi-même que je peux le faire. À ce moment-là, j'étais encore déterminée. Hein. J'étais en mode bon bah, ils pensent tout ça, c'est pas grave. Moi, je vais juste prouver que je sais le faire. Autre coup de massue ce soir-là, je rentre dans la voiture qui nous ramène et je reçois des messages de sa part. Je vais vous les lire. Super déçue de la soirée, en vrai, honnêtement. Donc le seul message où j'ai répondu, c'est là. Je lui ai dit pourquoi et il m'a dit trop de raisons. Je t'ai cherché 2 heures, on s'est pas amusé ensemble, au final, 0 moment avec toi, bref, nul. Donc il m'envoie ça dans la foulée et dans ma tête je tombe encore plus d'émue parce que je me dis mais en fait ce gars, je comprends pas ce qu'il veut de moi. Parce qu'il a vachement joué sur le côté ouais c'est ma pote, c'est mon ami, machin, nanana, mais on se connaît depuis même pas, genre depuis 1 mois, on s'est pas amusé ensemble au final, mais j'ai pas envie de m'amuser avec toi, t'es mon chef. J'ai pas répondu, du coup j'étais en train de chialer. Ensuite, coucou, bien rentré, je te le redis mais n'en parle pas aux gens du bureau de cette soirée, please, on s'est jamais vu en dehors du bureau, haha. C'est juste pour qu'on s'imagine pas du favoritisme, ça pourrait faire trop parler. Après ça, je suis devenue hyper froide au travail. Parce que j'étais vraiment hyper dégoûtée, j'avais pleuré vraiment tout le week-end. Donc je me mettais sur une table à part, j'étais outrée par tous mes collègues au final de ce qu'ils pouvaient se permettre de dire sur moi, de son comportement à lui, du fait qu'en fait personne dit rien, tout le monde trouve ça normal, et le fait aussi qu'il se place garant de mon contrat, en fait ça me met dans une impasse. Et l'impasse elle était d'autant plus là que en fait c'était aussi le référent harcèlement, donc en fait comment je fais? Je vais en parler à qui? Le N+2 c'est son meilleur pote depuis, le N+1 bis c'était quelqu'un qui avait le même poste que lui au foot aussi. Il fait jamais rien, genre il est là, il est pas là. Enfin, en termes de prise de risque, c'est la même chose. Donc en fait, je sais même pas à qui en parler. Je m'entends avec au final personne puisque tous se permettent de dire des choses dans mon dos quand bien même ils sont là. Devant moi. Et bon après il y a aussi un tas de salariés que je mentionne pas parce qu'ils étaient en télétravail et que j'étais jamais avec eux et que c'était jamais là. Enfin bien évidemment je ne suis pas en train de dénoncer vos comportements à vous. Donc ils ont capté que je devenais froide et en fait je pense qu'aussi à un moment il a commencé un peu à flipper le N+1 parce que au final le CDD est passé, il m'a prolongé et en CDI en me précisant bien évidemment qu'il ne fallait pas que j'ébruite cela parce que ça allait faire trop parler si les gens savaient que j'avais un CDI. Donc vraiment ça allait pas être dans mon caractère de hurler ouais j'ai un CDI bande de nazes, mais le fait qu'ils me le disent encore une fois mais c'est quoi cette boîte? Et bref oui, en plus quand il a remarqué que je devenais froide là 2 jours après la boîte, content de ton taf d'hier et d'aujourd'hui de manière générale, pro, concentré, appliqué en espérant que tu retrouves ta joie de vivre dans le même temps parce que ça me manque. Non en fait, pas ce mot là, non ça te manque pas, enfin il me dégoûtait. Occasionnellement après ça il a eu quelques phrases bizarres du type quand il a fait un entretien d'embauche avec une fille, ouais je crois qu'elle a mis un décolleté pour me séduire. Une fois parce qu'il a voulu féminiser la rédaction, il a recruté une autre fille, il me dit ouais elle est mannequin brésilienne. Pourquoi tu me précises qu'elle est mannequin? Enfin vraiment, sur quels critères tu te bases pour son recrutement? Enfin mes parenthèses, elle était exceptionnelle cette fille et en termes de taf, il y avait rien à dire. Mais c'est vraiment et je fais un gros bisou. Mais c'est vraiment le côté de pourquoi tu précises mannequin brésilien. Enfin qu'est-ce que tu pense Marc. Déjà pourquoi t'es allé stalker son compte Instagram? Genre il me l'avait envoyé et tout, enfin bref, chien. Bon en mars 2022, mars-avril, il y a une soirée interne entre foot pour la Ligue des Champions, tout ça, il y avait l'Atlético qui jouait. Et donc il m'annonce qu'il va embaucher cette fille là qui a fait l'entretien et il me dit ouais c'est pour te prendre ta place en rigolant. Encore une fois une blague ultra drôle hein. Comme le décolleté, ça je m'en suis pas remise de cette blague. Et puis bon ça pose quand même le problème de peut pas y avoir 2 filles dans le foot, attention, c'est forcément une et on va se bagarrer entre nous pour savoir qui a la place. À cette même soirée, l'intervieweur il a appris aussi que j'ai signé un CDI et sa première réaction et ton mec alors il a fait quoi pour fêter le CDI? Donc vraiment très gênant et il avait tout le temps ces types de réflexions vraiment malaisantes. Il te voyait que t'étais froide, il allait envoyer sur Slack tu boudes, aussi tu vas être ma chouchoute en tu vas être ma chouchoute en on l'avait refait l'année d'après. Et parfois, il supprimait ses messages sur Slack quand il savait qu'il dérapait un petit peu. Donc comme ça, la conversation n'avait jamais eu lieu. Il n'assumait pas du tout. Et c'était un gars en plus qui avait une situation familiale, une chérie, 2 enfants, qui fait que c'était, je dois le dire, encore plus dégoûtant. Et il avait aussi, j'énumère, toujours ce mode opératoire de il follow sur Instagram, ensuite il te unfollow et il t'explique que c'est pour pas que ça fasse parler, alors que tu lui as jamais demandé de te follow, tu ne l'as pas follow toi non plus, tu t'en fiches de sa vie, tu n'es pas fan de lui. Mais lui croit que, il s'invente des trucs, il m'était très mal à l'aise. Cette espèce de mode opérateur, je sais qu'il l'a eu à minima avec 2 autres filles, mais moi je suis pas restée encore une fois très longtemps dans cette boîte et j'ai entendu, j'ai vu aussi des messages d'autres gens
d'avant. Et je sais qu'il a pas fait chier qu'une fille, mais bon, il est toujours là-bas parce que c'est l'intervieweur, attention. Voilà, lui il était simplement vu comme un charreau par les collègues qui te prévenaient d'ailleurs, hein, lui c'est un charreau. Mais en fait pour moi un charreau c'est pas ça, il y en a eu des charreaux au taf, hein, mais ils étaient respectueux. Lui m'était mal à l'aise. Et il a fait des choses à d'autres filles dans la rédaction qui ont dépassé les bornes, mais après ça ne tient qu'à elle d'en parler un jour ou pas, si c'est pas ma parole à moi, voilà. Parmi la vague de femmes qui a été embauchée, il y en a une un jour qui a retenu mon nom parce qu'en fait on avait l'habitude de faire un call avec toute la rédaction foot, et à un moment je la vois sourire à quelques secondes d'intervalle de lui, mais sourire en mode gêné, et je me suis revue en fait au début quand j'étais un peu dans une impasse à me dire putain il me gêne, mais comme t'es en face cam bah tu rigoles en mode parce qu'il vient de t'envoyer un message, enfin bref, et je me suis dit bon en vrai j'en sais rien mais je vais quand même essayer de vérifier si elle s'est bien intégrée, si elle va bien, et j'en ai parlé donc au référent harcèlement, le N+1, et je lui ai dit que j'irais lui parler et lui dire que si elle a besoin de moi et tout, parce que je trouve pas ça normal, je l'avais dit ça, je trouvais pas ça normal que ce soit un homme référent harcèlement et qu'à la limite ce soit pas un duo au cas où en fait il y en ait un qui harcèle. Voilà, mais il avait un tel statut aussi dans la boîte, et il l'a toujours. Tu pouvais pas te sentir à l'aise de le remballer, enfin c'était pas possible. Parce que c'était vraiment genre le GOAT pour les N+1, pour le N+2 et comme pour les N bien au-dessus. Et quand je dis le GOAT, c'est vraiment par rapport au format qu'il proposait. Bref, j'ai attendu de voir la fille au bureau. Je vais la voir, je pose aucun nom. Je lui demande juste, je lui fais part du fait que si jamais elle veut parler, je suis là. Que je comprends que voilà, qu'en tant que femme, c'est peut-être plus facile d'échanger. Elle me demande moi si j'ai déjà vécu des trucs bizarres. Je lui dis que oui, mais que après je suis pas là du tout pour lui raconter ma vie, et juste que si elle a besoin, je suis là. Et genre la conversation elle allait s'arrêter, on commence à se lever et elle me dit non attends, et elle me parle de lui, de l'intervieweur. Qu'est-ce que je fais? J'en parle au N+1 et au N+1 bis, et ils me disent, ils nous convoquent toutes les deux. On est resté franchement pas longtemps. Genre on a demandé est-ce qu'on doit vous raconter comment ça se passe et tout, et en fait non, ils ont géré ça tellement bizarrement. Ils nous ont dit non n'en dites pas plus, nous on va aller voir les RH pour voir ce qu'on doit faire, et ils nous ont dit ouais n'ébruitez pas trop l'histoire, on veut pas de MeToo dans la rédaction. Et je pense que le fait que cette phrase soit venue d'eux, ça montre que qu'ils savaient en fait qu'on n'était pas que deux. Après je considère aussi qu'avec moi il était tellement dans un entre-deux entre j'ai la rage d'elle et je suis un mec qui met mal à l'aise les femmes, que au final moi je sens que j'ai plus vu son côté rageux sur moi, même s'il a quand même réussi à être malaisant. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que les deux chefs vont voir une RH, un jour on reçoit un mail qui nous dit que il a eu une sanction, on nous demande encore une fois de pas ébruiter N+2, on envoie un message en disant oui c'est bien que vous ayez parlé, on encourage la parole, enfin honnêtement mais quel bullshit en fait, quand tu te rends compte que dans un même laps de temps on nous dit n'ébruitez pas et c'est bien de parler, alors que personne nous a écouté à aucun moment, on est rentré 5 minutes, ok on vous croit, on connaît le personnage donc c'est possible, et allez, sanction, on sait même pas quelle sanction ni quoi. Et la RH a très mal fait aussi son travail, et je l'ai su plus tard parce que quand j'ai dénoncé plus tard le N+1, l'ampleur de l'histoire était bien différente que celle-là où vraiment ça s'est tassé. Et même un collègue avec qui je m'entendais bien a voulu ébruiter parce qu'il était choqué. Je me disais mais c'est qui ce fou, enfin il était choqué. Et en fait ils lui ont dit, ils l'ont pris en call et ils lui ont demandé de pas ébruiter l'histoire. Donc vraiment l'intervieweur il était plus que protégé. À ce moment-là ça me donne mine de rien une idée de quand tu parles ce qui se passe dans cette boîte. Donc limite en fait avec tout ce climat de dites pas machin, gardez ça pour vous, je me sentais limite mal après d'avoir parlé. Je me disais mais est-ce que j'ai fait un truc bien, tout se confondait dans ma tête. Je me disais mais ouais qu'est-ce que j'ai fait et tout, non c'est pas bien. Enfin vraiment j'étais hyper perdue parce que eux étaient aussi très incompétents. Parenthèse, quelques mois après donc cette histoire, le culot maximum de N+1 qui m'envoie un message et me dit ouais tu devrais écouter l'interview de l'intervieweur avec telle journaliste sportive, ça parle de salaire, de place des femmes, etc. Et je lui ai répondu mais ça vous dérange pas qu'un gars sanctionné pour mauvais comportement envers les femmes interroge des femmes sur le sexisme qu'elles peuvent vivre dans une rédaction de sport? Et il m'a répondu non mais il a pris conscience de ses actes. Mais le foutage de gueule dans sa plus haute splendeur. Bon, et moi N+1, même si j'ai pas été voir les RH à ce moment-là, je lui ai quand même parlé à lui directement en lui disant tu sais que tout ce que tu fais depuis le début c'est pas correct et tout. J'avais eu quand même le courage de lui dire. Et il est revenu le lendemain et il m'a dit ouais, avec tout ce que tu m'as dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai cru que j'étais un harceleur. Oui, bah c'est un peu ce que j'essaie de te dire. Pour vous dire aussi, une fois il m'avait envoyé un message bourré pendant la nuit comme ça, en avril, un petit soir d'avril. Il m'a dit ouais
Hey, debout. Donc ça pendant la nuit. Et le lendemain, j'avais pas répondu. Il me dit ouais, MDR c'est Enguerrand ce FDP. En fait, Enguerrand c'est son double bourré. Il considère que lui quand il est bourré, il est plus son prénom, il est Enguerrand. Je me sens que c'était le week-end parce qu'en fait le lendemain, je vois ça, je suis encore en mode putain il me saoule, ça me dégoûte. Il y a des gens autour de moi, je leur dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux répondre qui montre que, mais sans être trop froide, sinon peut-être qu'au taf ça va être une galère et tout. Et je réponds ok STP, évite c'est pas cool. Mais dans ma tête c'était waouh j'ai réussi à lui répondre et tout. Enfin bref. Et il m'a répondu ouais j'avoue je lui dirais donc vraiment déni jusqu'au bout. Dans les dérapages on va passer directement à octobre et il y a encore une soirée interne, j'y vais. En sortant je fais le chemin avec un collègue et je reçois le lendemain matin sur la messagerie du travail. Je suis vénère que tu sois parti avec tel collègue. Wallah je suis jaloux je crois. MDR, tout le monde se demandait si vous alliez niquer, c'était pas un bon moment. Et je lui ai rappelé qu'il était marié accessoirement. Et il m'a dit non mais je suis pas jaloux parce que je veux te pécho MDR mais le côté protecteur tu connais, ça me saoule qu'on te tourne autour. Donc plusieurs choses à dire. Déjà qui t'a demandé d'être mon protecteur? En fait c'est les termes qu'il utilise, genre je suis jaloux. Mais pourquoi? Enfin c'est tellement malaisant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il prend une posture à tout moment de quelqu'un qui compte pour moi. J'ai l'impression qu'il a jamais compris que notre relation elle était purement professionnelle et que il était ni mon père, ni mon copain, ni rien du tout en fait. Il m'avait envoyé d'ailleurs pendant le soir, oui je te jure si tu prends ta voiture je te vire, je suis très sérieux, vraiment je suis en colère, je te jure que j'allais te faire un Lydia de 36 €, mais je pense que tu voulais juste rentrer avec le même collègue, mais si c'est que ça va. Oui moi aussi une fois envoyé un petit message sur Insta, je suis près de chez toi. Franchement, j'en ai rien à faire. Ça oui, une fois, je lui dis je vais porter plainte un midi parce qu'il y a un petit qui m'insulte suite à une story d'escalade. Et il me répond, tu devrais mettre la pole dance en story à mes proches. Mais quel rapport? Le gars, il répond à... Enfin, vraiment, c'était juste histoire de ramener le fait que je mettais des stories de pole dance de temps en temps dans l'histoire. Et j'avais l'impression qu'en fait, il voulait me contrôler au maximum et que quand il perdait le contrôle, ça le rendait fou. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est parti en vrille et qu'à un moment, j'ai explosé. Il y a eu la Coupe du Monde, ensuite la boîte a coulé, comment l'expliquer autrement. La boîte a coulé peu à peu. Et un jour, il y a eu certains salariés qui ont eu l'opportunité de partir une première fois, mais mon service n'était pas concerné. Puis on a eu une deuxième, et là j'étais éligible, ce qui ne voulait pas dire que j'allais forcément partir. Il y avait un choix à faire. Et à partir du moment où la boîte a annoncé ça, et mon N+1 il est devenu exécrable. En fait, j'ai cherché à savoir si j'allais partir ou pas, alors qu'il n'avait absolument pas le droit. En plus, il commençait à faire des plans en me retirant des tableaux de la quotidienne, alors qu'à ce moment-là, je manageais, j'écrivais, je tournais, enfin c'était mon projet en fait. Exemple de comment me mettre dehors alors que je t'ai même pas dit que je voulais partir et que même si je veux partir, c'est pas toi que je dois le dire. Je restais moi au -1 dans les studios pour éviter cette ambiance horrible du premier étage, mais lui franchement à chaque fois il trouvait comment m'embêter. Il y a eu l'épisode du café, il y a eu un jour où en gros un collègue veut me parler, donc je monte pour qu'il puisse me parler, on se retrouve vers la machine à café et ce collègue il me dit ouais je voulais m'excuser parce que parfois j'avoue j'ai pas compris trop pourquoi t'étais ultra féministe, parce que c'est un peu comme ça que je me suis défendue tout au long de cette année. Je pointais plein de choses sexistes du doigt, mais j'arrivais pas à pointer lui. Enfin, le problème, le N+1. Et donc lui, il est venu s'excuser et vraiment classe, hein. Je m'y attendais pas et il me dit bah je te comprends, maintenant je comprends pourquoi t'étais comme ça. J'y croyais pas, il a fallu que machin me montre le message, j'étais choquée. Et moi, dans la conversation, j'ai dit à un moment cette phrase, à partir de ce moment-là, c'était fini. Mais j'ai dit ça dans le contexte vraiment des histoires de sexisme et de harcèlement, genre c'était fini en mode j'ai plus cru en lui ou des choses comme ça quoi. Et en fait, il s'avère qu'un collègue qu'on va appeler Toutou, et je m'excuse auprès de tous les chiens qui sont des chics êtres vivants, Toutou il passe, il entend cette phrase et il va la rapporter. Mais Toutou il a été envoyé par N+1 évidemment, parce que enfin, lui s'il est pas dirigé, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Et en fait comment je le sais, c'est que N+1 a envoyé un message au collègue qui voulait me parler de base pour me demander oui, pourquoi Natacha elle a dit qu'à partir de ce moment-là c'était fini. Elle veut plus travailler, elle veut plus rien faire. Il cherchait des arguments pour montrer au RH que je faisais rien. En fait c'était sa mission avant que je parte, vraiment. Il y a eu l'histoire aussi du voyage où il s'est contredit. Il y a eu 2 voyages d'affilée, on va dire du lundi au mercredi, il y avait Marseille, du mercredi au samedi, il y avait la Croatie. Et en fait, ils ont envoyé le même journaliste dans les 2 voyages. Et généralement, ça alterne. J'avais demandé pourquoi c'est pas moi qu'on envoie. Il m'avait dit parce que tu te plains trop de la boîte. Et c'est vrai que je me plaignais beaucoup du fait que des salariés étaient rémunérés faiblement, pris dans des pays où justement la main d'œuvre était moins chère et n'avaient aucune sécurité de l'emploi, alors qu'on était quand même une entreprise française. Donc oui, je me plaignais de la boîte, c'est un fait. Par contre, les journalistes qu'ils ont envoyés s'en plaignaient aussi. Et la preuve, c'est que un vendredi, quand mon N+1 m'a pris à part, le N+1 bis l'a pris à part l'autre journaliste, et les deux nous ont fait le même discours. Arrêtez de vous plaindre de la boîte à voix haute dans l'open space, gardez ça pour chez vous, nan. Donc vraiment, argument bancal. Il y a un jour où je me suis finalement plainte
un RH responsable des départs qui lui en a parlé à N+2, mais N+2, N+1 ils sont quand même cul et chemise dans leurs idioties, donc enfin ça n'allait mener à rien. Bref, le RH ça change rien. J'en parle au N+1 bis, il me dit, je me souviens d'être avec son chien et tout dehors, le chien était adorable. Je commence à lui montrer les messages de début de contrat de mon N+1 parce qu'en fait je lui explique mais j'en peux plus, j'ai l'impression qu'il s'acharne sur moi gratuitement en fait, qu'il fait tout pour me faire partir, qu'il me lâche pas, il regarde tout ce que je fais dès qu'il peut, il veut avoir un contrôle sur moi qui est malsain et qui est pas lié au travail. Donc j'essaie de pointer ça du doigt et le fait que je me sentais traquée. Et en fait je lui montre, parce qu'en fait je voulais argumenter en me disant mais regarde, il s'est jamais comporté normalement avec moi. Donc je veux lui montrer les messages de la boîte notamment. Et en fait il me répond, le N+1 bis, il veut à peine voir les messages, hein. Je pense que le déni était complet. Et il me dit ouais t'es une fille et on savait pas comment gérer ça. L'aveu de non-compétence, et encore une fois, on me ramène au fait que je suis une fille, donc c'est limite ils se rendent pas compte de la puissance de leurs mots, mais ils me font limite à chaque fois culpabiliser d'être là et d'être une fille quoi, dans un milieu de mecs. Arrive le jour où je reçois le mail d'une RH, celle qui avait d'ailleurs pas remplacé, mais qui avait si remplacé on va dire, celle qui devait traiter l'affaire de l'intervieweur et qui l'a fait de façon très peu professionnelle. Elle dit dans son mail, elle me rappelle à l'ordre sur le fait de pas dénigrer sa boîte, ça à la limite ok, pas de souci. Et elle me dit que 5 ou 6 collègues se sont plaints de mon comportement. C'est beaucoup 5 ou 6 quand même. En plus moi qui restais très au -1 pour éviter justement ces collègues de qui je pouvais plus, parce que comme je vous disais, il y avait N+1, l'intervieweur qui était là de temps en temps, même s'il est bien moins venu depuis qu'il y a eu ces histoires. Mais au-delà de ces deux gros problèmes et des chefs, il y en a ils avaient mais aucun savoir-vivre. Je montais à peine avec une robe rose, je me souviens ça c'était dans les derniers jours. Ah Barbie, machin, t'as sorti ta robe de festival de Cannes et tout, mais je sais pas, tenez-vous. Je sais pas s'ils se rendent compte que ça plus ça, j'en pouvais plus. Et donc en fait elle me dit 5 ou 6 collègues, donc on fait un call quand le week-end passe, et du coup je m'excuse. Honnêtement je m'excuse, je me dis ouais c'est vrai qu'en soi c'est pas pro de cracher sur la... Même si c'est pas du tout mes valeurs de faire travailler des gens à l'étranger pour payer moins cher et de virer tous ces salariés français, c'est vrai que c'est pas dans mes valeurs, mais à la limite je suis encore dans la boîte, donc je peux aussi prendre la décision de me taire et de rester pro comme ils disent. Je m'excuse pour ça et je lui dis ouais 5-6 collègues ça me paraît énorme, j'aimerais bien savoir quand même ce que j'ai fait, car ça me permettrait aussi de m'excuser auprès de ces collègues à qui j'ai causé des torts. Et elle me répond que non c'est pas possible qu'elle me dise ce qui s'est passé parce que je vais comprendre qui a dénoncé et donc elle a pas le droit. Et ça m'a fait bien rire ça, parce que vous voyez par exemple typiquement l'histoire du café, en fait le N+1 je sais pertinemment comment ça s'est passé, il est allé se plaindre au N+2 oui Natacha elle est intenable nanana, le N+2 il a dû lui dire bah écoute tu trouves 5-6 trucs et on envoie ça au RH et ça va la calmer. Mais c'était mal me connaître. Je commence à lui raconter ce qu'a fait N+1, l'intervieweur, et pour vous dire à quel point ça avait été classé vite, elle avait pas connaissance de ce dossier-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a raccroché. J'étais avec une collègue du -1 qui m'a dit c'est bien ce que t'as fait. Je lui avais demandé de rester à côté de moi parce que c'était pas facile pour moi. Ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu le mail, c'est vraiment ouais, le N+1, il se sent enfin, il vit comme s'il avait jamais fait de dinguerie. Là, il va encore plus s'acharner sur moi, me punir encore, aller chercher des faux arguments. Et je me suis dit Natacha, de toute façon, au fond de toi tu sais que cette boîte tu vas partir là, c'est le moment, c'est ton moment, tu vas partir, vas-y dénonce-le en fait, ce gars c'est grave ce qu'il fait depuis le début, et en plus là il vient encore te chercher des noises alors que toi tout ce que tu cherches c'est être tranquille au -1 et juste pas le voir. Donc cette copine m'avait aidé à faire le call. Elle reste à côté, elle me disait tranquille, parle bien, ça va aller, machin. Et elle m'a dit maintenant c'est bon, t'as raccroché, mais tu envoies toutes les captures d'écran que tu as, parce que si tu n'envoies rien par mail, elle ne va rien faire. Et elle a eu bien raison de son conseil, et j'encourage d'ailleurs toutes celles qui auraient ce genre de problème à, quand vous signalez au RH ou quand vous avez un problème dans une boîte, envoyer des mails, envoyer une preuve écrite. Donc bref, cette RH me dit je vais prendre les choses en main. Elle l'a fait dans une certaine mesure, elle est surtout une membre du CSE, donc il n'a pas pu être le réel référent harcèlement puisqu'il était concernées. Mais en tout cas, c'est vrai que elles ont entendu beaucoup de personnes. Voilà, il s'est passé quelque chose. Il me semble qu'il a été sanctionné à l'issue de la procédure, mais moi j'ai quitté la boîte, donc j'ai envie de vous dire bon bah ok. Il a été déchu de son poste de référent harcèlement, mais c'est la moindre des choses, non? Et après pour le reste, aujourd'hui la boîte donc fait que de couler et il reste l'intervieweur, le N+1, le N+2, le tout. Vraiment quand je vous dis. Il y a plein de gens que j'ai pas mentionné, des monteurs, des CM qui n'ont jamais posé problème. Mais quand je vous dis que ils restent entre leur équipe qui se soutient et en qui ils ont confiance, parce qu'à mon avis aussi ils cachent des trucs entre eux, c'est pas possible sinon enfin ça c'est une hypothèse bien évidemment, j'ai pas de... Mais pour moi s'ils se protègent entre eux c'est parce que X c'est des trucs sur lui c'est des trucs sur lui et que c'est comme ça que ça fonctionne. N+2 qui revient me voir juste avant que je parte, non mais c'est bien d'avoir parlé encore une fois pour 2 semaines plus tard, être en vacances avec le N+1.
Franchement, bref, dans la procédure qui a été faite et que je peux pas explicitement nommer, il y a eu quand même pas mal de bavures. Je sais qu'il y a des choses qui ont été répétées alors qu'elles le devaient pas, et notamment de la part des gens haut placés dans cette affaire. Ça dit tout sur leur professionnalisme à eux et la façon dont ils prennent l'affaire à cœur. Pour ce qui est de l'intervieweur, je me souviens que quand il a été réécouté, mais lui il a jamais été réécouté pour ses faits à lui, hein. Lui s'en est super bien tiré ce mec. Mais quand il a été écouté pour les faits concernant mon N+1, il avait envoyé un message à un collègue en disant ouais, j'ai peur pour ma carrière, il y a des choses qui se disent, machin. Enfin, ce mec il pensait qu'à sa carrière. Enfin, il pense toujours, je pense, qu'à sa carrière. Et il a même essayé de m'envoyer un message là quand j'avais quitté le média en mode j'ai un plan pour toi, non, enfin t'inquiète pas pour moi, ça va très bien. Ne me parle plus jamais de ta vie. Tu es pour moi classifié dans le bas-fond de l'humanité. Et pour vous dire à quel point il avait enculé aussi l'intervieweur, il commence à me dire ouais, j'aimerais trop qu'on soit re-amis, machin, alors qu'on n'a jamais été amis. Et je lui dis mais attends, enfin si tu veux qu'on se parle, déjà il y a des choses à mettre au clair parce qu'il y avait eu cette histoire. Et il me dit non, moi j'en ressens pas le besoin, je pense que ça te définit pas, que ça me définit pas. Comment ça me définit pas moi? J'étais en mode mais il va pas bien ce mec. Mais il m'a dit mais si tu veux on pourra parler et tout. Au final ça s'est jamais fait parce que moi je cherche pas non plus la discussion, mais juste je le prévenais que s'il voulait commencer à faire genre ça allait plus marcher quoi. Et un jour il m'appelle et il s'excuse et je me demande mais qu'est-ce qui lui prend de prendre les devants de m'appeler, de s'excuser. Il s'excuse et après t'as le numéro de tel créateur de contenu, mais vraiment mais est-ce que enfin il prend les filles en tout cas et peut-être les mecs même pour des débiles ce gars. Je en profite pour apporter mon soutien aux autres filles qui ont été victimes de ces gens-là, de leur sexisme et de leur incompétence, parce que ça c'est encore plus nombreux. Et je vous ai raconté cette histoire, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit au début, je me suis promis un jour de le faire, de pas avoir honte, de pas avoir peur et de me dire bah là ok c'est fini, ça s'est passé, eux ils ont tout fait pour tasser, toi t'auras parlé, peu importe les retentissements que ça a ou pas, le fait que ça pourra changer quelqu'un ou pas du tout, mais t'auras fait ta part du travail et t'auras pu te rapprocher de la personne que t'as envie d'être. Et comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui laisse plus passer tout ça et qui j'espère au fur et à mesure du temps saura quoi répondre quand je fais face encore à des réflexions sexistes ou autres. Je sais que j'ai pas tout le temps su quoi répondre et ça va peut-être en choquer certains de se dire mais pourquoi elle a pas tarté là, pourquoi elle lui a pas dit ça, mais je sais qu'il y a une amie qui a été là pour moi beaucoup, donc mon groupe d'amis que je fais un coucou et je fais des gros bisous et elles ont été ultra importantes pour moi. Il y a une amie et j'ai envie de conclure sur ça, elle m'a dit mais Natacha en vrai pourquoi tu refais des histoires en mode ce que t'as pas dit, tout ça, c'était pas à toi de les remettre à leur place, c'était à eux d'y rester. Et pour moi cette phrase elle résume mais tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que ça aura été audible, peut-être utile, je l'espère. Et merci à ceux qui m'ont soutenu depuis le début, que je sois une femme ou pas, mais en tout cas qui m'ont soutenu et qui continuent de me suivre, de suivre mon contenu et mon évolution. Et j'espère que la honte changera de camp un jour définitivement.